Bienvenue à tous. Donc je suis Lionel Cherpin. Je vais partager avec vous des réflexions et échanger sur le futur de notre métier de web analyst qui pourrait être en 2050. Donc l'objectif, je vais pas forcément vous parler de technique, mais surtout vous partager des réflexions sur des usages digitaux, des usages de consommation et de réfléchir ensemble aux impacts que cela pourrait avoir sur le métier de l'analytics et de la data. Donc l'objectif, voilà, on a 30 minutes ensemble. Je vais essayer de vous présenter voilà, ces différentes réflexions pendant 20 minutes et de laisser les 10 dernières minutes pour répondre à des questions, mais surtout à échanger, parce que évidemment, je ne détiens pas la vérité sur le futur de notre métier. Il y a évidemment beaucoup de choses qui se passeront et qu'on ne peut pas aujourd'hui anticiper. 2050, c'est très très loin. Voilà, donc vous aurez la possibilité d'interagir par le chat ou éventuellement de lever la main et on vous fera monter virtuellement sur scène pour que vous puissiez poser vos questions, partager vos points de vue directement en live dans cette salle. Alors, donc bonjour, je suis Lionel Cherpin, j'ai 41 ans, j'habite à Lyon et je suis dirigeant d'Empiric, qui est une agence de data et de marketing digital. Et dans 30 ans, j'aurai 71 ans, j'habiterai peut-être dans le Larzac, je serai probablement retraité, en tout cas je l'espère, et peut-être éleveur de chèvres ou propriétaire de chambres d'hôtes. Alors, la première question déjà, pour faire le point de départ et de la réflexion, c'est déjà de se dire aujourd'hui ce qu'est le métier de web analyst en 2020. Il peut y avoir plusieurs visions, plusieurs positions par rapport à ça. Moi, je considère que être web analyst, c'est se positionner sur toute la chaîne de valeur de la donnée. D'ailleurs, on parle de web analyst, mais on pourrait aujourd'hui plutôt parler de data analyst. La chaîne de valeur de la donnée, c'est dans un premier temps de comprendre les enjeux clients en termes d'indicateurs, également les enjeux de privacy, aujourd'hui notamment par rapport au RGPD. Ensuite, de paramétrer les différents outils de collecte de la donnée, les outils analytics, les TMS, de paramétrer des DMP, des CDP, de créer des tableaux de bord et de faire de la data vise et de paramétrer aussi les CMP dans des logiques de privacy. Une fois qu'on a collecté la donnée, l'enjeu c'est bien sûr d'analyser les parcours clients, d'analyser l'efficacité de ces canaux d'acquisition, notamment dans une logique d'attribution, de segmenter son audience, de la scorer pour ensuite l'activer sur les principaux leviers digitaux, les parcours, donc l'optimisation de l'UX, les leviers d'acquisition SEO, SEA, display, social ads, de paramétrer des solutions de marketing automation, des CRM, et également de former nos clients, les utilisateurs, à l'exploitation de la donnée. Donc cette chaîne de valeur de la donnée, d'un point de vue client, elle a 3 objectifs intermédiaires. C'est de mieux comprendre ce qui se passe sur son écosystème digital, de prendre de meilleures décisions, de mieux personnaliser la relation avec ses consommateurs, ses clients, et tout ça bien sûr dans un objectif final de business, d'amélioration des leads, d'amélioration du chiffre d'affaires et du retour sur investissement. Alors, quelles seront les pratiques de consommation en 2050 ? Je me suis inspiré d'un super article que je vous encourage de lire qui s'appelle « Le marketing à l'ère d'Alexa », qui a été publié sur le Harvard Business Review. Alors, l'article n'est pas disponible en version gratuite, il faut avoir un abonnement au Harvard Business Review, mais l'article est très intéressant par rapport à ces éléments de prospective future. Alors, on peut partir d'un postulat, vous le verrez dans la présentation, je pose beaucoup de questions, mais on peut quand même partir d'un premier postulat, de dire qu'en 2050, on aura encore des expériences digitales via des téléphones, via des assistants, on le verra par la suite, ou via
des nouveaux supports qui remplaceraient nos ordinateurs, qui intégreraient de la réalité virtuelle. Et puis on aura aussi toujours besoin d'expériences physiques, d'expériences en magasin, pour du coup voir aussi certains produits, parce que on aura toujours besoin de visualiser certains produits, de poser des questions pour ensuite passer à l'acte d'achat. Alors, on parle de 2050, mais on a déjà aujourd'hui, dès 2020, des assistants qui sont au cœur de nos expériences digitales, les montres connectées, les voitures connectées, les assistants vocaux, Amazon Alexa, Echo, Google Assistant, des frigos aussi connectés, des douches connectées, et également feu Google Glass qui pourrait peut-être réapparaître dans les années futures. Donc aujourd'hui, même déjà en 2020, on a déjà des assistants vocaux qui notamment répondent à la voix selon des besoins assez simples, hein. On pose des questions sur la météo, sur des recettes de cuisine, et ils vont nous apporter un certain nombre de réponses. En 2050, on peut considérer que ces assistants, et sans doute même bien avant, on leur accordera une totale confiance pour qu'ils puissent nous épauler dans des transactions simples. Voilà, comme je l'illustre par ces différents exemples. Alors, moi, j'ai appelé mon assistant Alphonse. Et voilà, je peux lui demander de réserver une table au restaurant, de me réserver un billet de train, et aussi de faire un pré-travail d'analyse. Par exemple, je souhaite changer ma chaudière à la maison et je vais lui demander de me sélectionner 3 devis, de contacter des entreprises potentielles, parce que cet assistant, il connaît la configuration de la maison, il connaît également mes pratiques, mes convictions, et il va être capable du coup de sélectionner, de présélectionner des prestataires en fonction de mon comportement, en fonction des caractéristiques de ma maison, en fonction de mon profil, en fonction de mon âge, en fonction de tout un tas de données, de critères qu'il aura été capable d'amasser depuis qu'il existe dans mon quotidien. Ces assistants, à l'inverse, ils pourront aussi anticiper tous nos besoins. Là également, sur des choses qui vont correspondre à des transactions assez simples du quotidien. Par exemple, il sait que c'est l'anniversaire de ma femme, donc il me propose de lui commander un bouquet de roses, comme l'année dernière, et de le faire livrer aussi avant ma prochaine sortie au restaurant. Il propose également de me réserver une nuit d'hôtel. Alors, je mets le crayon, ce serait peut-être plutôt un hôtel moins ambitieux que celui-ci, mais en tout cas, il va être capable d'anticiper l'ensemble de mes besoins, et notamment de repérer dans le frigo qu'il n'y a plus de bière et qu'il y a foot mardi soir, et que, en général, je consomme quelques bières devant les matchs de foot, et donc de faire ces commandes à notre place. Donc ces assistants pourront nous épauler dans des transactions, je dirais, assez simples, dans des actes d'achat qui ne nécessitent pas forcément de voir un produit, ou des actes d'achat assez simples, assez récurrents, comme tout ce qui va être les produits de consommation courante. On aura toujours besoin, évidemment, de voir certains produits, des vêtements, de pouvoir aussi visualiser un hôtel avant de le réserver pour ses prochaines vacances. Donc on aura toujours besoin d'expériences digitales ou d'expériences en magasin, qu'elles soient par contre probablement de plus en plus immersives, avec la réalité virtuelle, pourquoi pas même des hologrammes où on pourra directement visualiser sur soi, par exemple, un nouveau vêtement, voir s'il nous convient, voir si la couleur correspond à notre teint. Et il y a déjà énormément d'expériences qui sont menées là-dessus. En magasin, des assistants, des robots pourront nous accueillir et
nous reconnaître. Alors la reconnaissance pourra se faire par reconnaissance faciale, par puce RFID, par une application de smartphone, et directement personnaliser, nous orienter vers les produits qui semblent nous intéresser par rapport à notre historique de comportement, par rapport à nos goûts. Voilà, on a plutôt pour habitude de s'habiller en noir, donc il va nous orienter vers les vêtements en noir. Il a repéré dans notre historique peut-être une certaine récurrence d'achat pour certaines typologies de produits et va nous les proposer. Donc évidemment, la personnalisation, c'est déjà un enjeu fort des actes d'achat en 2020, et on peut se dire qu'en 2050, la personnalisation ira encore plus loin, et on travaillera aussi de plus en plus des expériences clients qui soient les plus immersives possibles. En 2050, le marketing émotionnel aura aussi une place peut-être extrêmement forte dans les stratégies des différentes marques, c'est-à-dire la capacité de détecter des émotions. Les émotions, elles sont au cœur de nos actes d'achat pour nous proposer, anticiper encore une fois nos besoins. Voilà. Là, j'ai mon assistant Alphonse ou le robot en magasin qui détecte sur mon faciès peut-être un niveau de stress, et il sait que globalement, quand je suis stressé, il peut y avoir des plats plaisirs, des plats de réconfort, notamment la mythique raclette, et donc me faire ce type de proposition. Alors, par rapport à ces usages-là de consommation, encore une fois, hein, je ne dis pas que l'ensemble des comportements d'achat et de vente se feront par les assistants vocaux, par les assistants. On aura encore besoin, évidemment, de percevoir, de se rendre en magasin, mais donc du coup, ça générera probablement un certain nombre d'impacts au niveau des marques. Le premier impact, c'est que les marques seront peut-être encore plus dépendantes de ces plateformes qui vont maîtriser en fait toute la chaîne de valeur transactionnelle et commerciale. Déjà en termes d'image, on pourrait se dire qu'il y aurait un enjeu vraiment encore plus fort, absolu, d'expérience client par rapport à la visibilité. C'est-à-dire que les assistants auront une capacité extrêmement forte d'ingurgiter un nombre de données colossales pour détecter les produits qui sont les plus à même de répondre à nos besoins, d'être les plus personnalisés, de détecter aussi la qualité, la capacité d'une marque à proposer une expérience client qui soit rassurante, qui soit pertinente. Et donc du coup, l'expérience client deviendra plus que jamais un enjeu fondamental qui pourra même supplanter l'enjeu de visibilité. Quand je parle de visibilité, aujourd'hui, c'est d'être présent notamment dans les premiers résultats des moteurs de recherche, et on sait que ce n'est pas forcément les acteurs qui sont les plus irréprochables sur l'expérience client qui sont les plus visibles, ce sont souvent ceux qui ont le plus d'argent et une plus grande capacité à être visible et à investir sur des campagnes payantes. L'enjeu de visibilité peut-être sera moins fort. Et du coup, ça ouvrira des opportunités à des challengers, à des entreprises plus petites qui n'ont peut-être pas la même capacité de visibilité que les grandes marques, mais par contre qui misent très fortement sur l'expérience client. Un autre enjeu, c'est les plateformes digitales, les plateformes owned media, les sites web, les applications mobiles et les réseaux sociaux, et aussi les campagnes payantes, peut-être seront focalisées plus dans une optique de branding pour déclencher la préférence de marque. Tant qu'à faire, autant essayer aussi d'inciter à ce que le consommateur dise à son assistant vocal, voilà, je veux acheter un jean diesel, je veux réserver une chambre d'hôtel Novotel, voilà, donc d'influer en amont la préférence de marque. Ensuite, sur le processus pur d'acquisition et de conversion, on pourrait se dire quelque part que le processus final de conversion, il sera majoritairement réalisé par les plateformes, et donc le poids des sites et des applications sera plus faible dans le processus de conversion. L'autre impact potentiel, c'est un raccourcissement potentiel des parcours, puisque aujourd'hui, c'est nous qui faisons un travail de présélection, d'analyse, et donc c'est forcément un travail quelquefois qui peut être fastidieux. Là, la machine pourra faire une présélection à notre place, donc les parcours pourront être
beaucoup plus ralenti. Et comme il y a un enjeu d'expérience client, demain, il y aura aussi peut-être un enjeu d'expérience robot, puisque en tant que marque, il faudra fournir un flux au robot et donc quelque part offrir la meilleure expérience robot pour qu'il soit incité à nous sélectionner. Et quelque part, aujourd'hui, on est déjà confronté à cette expérience robot, par exemple en SEO, mais aussi dans les leviers payants, quand on met à disposition des flux auprès des marketplaces, auprès de Google Shopping, et déjà, plus notre flux sera de qualité, riche, plus on sera potentiellement valorisé par les plateformes. Les impacts data, il y en a plusieurs. Évidemment, il y aura peut-être l'enjeu majeur, plutôt que d'être visible et d'investir sur les campagnes d'acquisition, un enjeu fort de compréhension des algorithmes de classement pour influencer les décisions des robots. Aujourd'hui, on essaye de comprendre l'algorithme de Google pour influencer son positionnement SEO. Et demain, il y aura aussi toujours cet enjeu de comprendre les algorithmes, alors pas de classement au sens visibilité, mais qu'est-ce qui va faire qu'à un moment, un robot va sélectionner notre produit et le proposer à son utilisateur, à son consommateur. Donc du coup, il faudra, en tant que marque, bien comprendre les critères. Et pour comprendre ces critères, probablement qu'il faudra mettre à disposition des flux de données riches qui vont influencer la décision du robot. Et des flux de données riches, c'est d'être une capacité de démontrer que le produit a telle caractéristique qui va correspondre aux attentes du consommateur. Un troisième enjeu qu'on connaît déjà aujourd'hui, mais qui sera peut-être encore plus renforcé, c'est une dépendance encore plus forte des données de plateforme qui vont se positionner, qui vont être encore plus en position de juger partie. Puisque l'acte de conversion finale va être probablement plus fort du côté des plateformes, c'est ces plateformes-là qui détiendront les données de conversion. Et donc, c'est ces plateformes qui nous fourniront ces différentes informations. On est déjà dans cette position de juger partie avec Google Ads, avec Facebook Ads ou avec aussi Amazon. Cette position, elle risque aussi d'être encore plus renforcée et donc on sera encore plus dépendant de ces données de juger partie. Et quelque part, la seule donnée qu'on pourra nous-mêmes détenir, c'est sur les leviers que l'on maîtrise. Donc, comme je le disais, les sites web, les applications, mais si elles sont focalisées sur des objectifs de branding, quelque part, ces données-là, on sera limité à l'analyse de l'impact des campagnes de branding comme on doit également le faire aujourd'hui. Sur les expériences en magasin, sur les expériences omnicanal, plus que jamais, il y aura un enjeu de réconciliation des données. C'est aujourd'hui toujours le Graal du data analyst d'être capable de reconstituer l'ensemble des parcours. Alors on sait que le cookie sera mort, et donc quelles seront demain les clés de réconciliation? Alors on peut se dire que l'email aura toujours une raison d'être et sera toujours le Graal, puisque c'est une clé de réconciliation déterministe qui est de loin la plus fiable, mais qui n'est pas toujours facile à obtenir, notamment parce qu'on a des enjeux de privacy, on y reviendra. Mais on pourrait se dire, techniquement, la reconnaissance faciale, la reconnaissance vocale, les puces RFID et les smartphones seront des outils qui existent déjà aujourd'hui, mais qui seront encore plus forts dans notre quotidien pour réconcilier les sources de données et alimenter une méga base de données de plateforme, une méga CDP, un méga PIM qu'on mettra à disposition ensuite des assistants pour l'alimenter en flux de données. Et donc dans cette configuration, si maintenant on revient plus à la situation actuelle, on peut se dire que les GAFA et les BATX, les GAFA chinois, sont en position de force. Pourquoi ils sont en position de force? Parce qu'aujourd'hui, ils sont présents sur toute cette chaîne de valeur. Ils ont les appareils, donc les assistants vocaux, c'est pas pour rien, si aujourd'hui ils ont tous investi et proposé leurs solutions, ils ont également, notamment pour Google, des smartphones et des systèmes, des applications comme Android. Ils ont l'audience, ils ont l'habitude aujourd'hui d'avoir des plateformes avec lesquelles on leur met à disposition des flux de produits. Et puis aujourd'hui, ils maîtrisent aujourd'hui le paiement avec Google Pay et avec également Amazon. Donc le phénomène est déjà présent et il est notamment extrêmement fort en Chine avec WeChat qui justement a réussi cette application qui est utilisée par une très grande majorité de citoyens chinois et qui se positionne sur toute la chaîne de valeur et donc de cette façon-là va réussir à offrir une réconciliation absolue
dans le processus d'achat et donc de pouvoir analyser la donnée dans cette globalité. Et donc ce phénomène-là, aujourd'hui, cet positionnement sur le chaîne de valeur, ça accélère le phénomène de plateformisation, comme on le voit dans le e-commerce. On le voit avec Alibaba en Chine qui a une présence extrêmement forte, ou Amazon aux États-Unis ou en Europe. Et je ne parle pas évidemment de Google sur tout ce qui va concerner le segment de la recherche. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que on est incité évidemment à structurer déjà nos données et à les mettre à disposition de ces plateformes via des flux produits, mais aussi par exemple en SEO, Google nous incite à structurer nos données pour avoir une grande visibilité dans les pages de résultats avec les positions zéro, avec les PA, avec les données structurées par exemple sur les recettes, et Google se base sur ces données structurées, notamment pour offrir des réponses sur les assistants vocaux. Et donc aujourd'hui, quelque part, on est complice, par le travail que l'on fournit aujourd'hui, on est complice de cette dépendance de demain parce qu'on on travaille à structurer la donnée auprès de Google et on alimente son intelligence. Alors qu'est-ce qui pourrait empêcher ces scénarios ? Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas de la science-fiction de considérer ces différentes évolutions et il est très probable qu'elles puissent arriver technologiquement bien avant 2050, peut-être même d'ici quelques années, probablement même dès 2030. Ce qui pourrait empêcher ces scénarios, c'est évidemment la question de la confidentialité de la donnée et de la réglementation et de la privacy. Aujourd'hui, on sait que les consommateurs ne sont pas prêts à mettre à disposition de la donnée, leurs données personnelles auprès des marques, parce que c'est notamment ce qui a été à l'origine du RGPD en Europe. On a le CCPA aux États-Unis, qui également encadre cette problématique de confidentialité de la donnée. Et on sait qu'aujourd'hui, le Graal des marques et aussi des plateformes de la réconciliation absolue de la donnée se heurte à des difficultés parce que aujourd'hui, évidemment, il faudra recueillir toujours le consentement pour le dépôt des cookies, pour le recueil d'une adresse email. Et on le voit, on l'a vu encore récemment, là, la CNIL a commencé à émettre un certain nombre d'amendes, notamment auprès de Carrefour, par rapport au dépôt de cookies implicites publicitaires sur un site. J'accélère parce que je suis en train de me rendre compte que je vais dépasser. J'accélère, Romain. Il me reste 2 slides. La question aussi, c'est la réaction de l'Europe, parce que quand on voit les simulations et l'impact de l'intelligence artificielle dans le PIB mondial, on se dirige vers une très forte bipolarité mondiale entre les acteurs américains et les acteurs chinois dans l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et quand on voit la position de monopole des GAFA, des BATX, on peut se poser la question de la position de l'Europe par rapport à ça. Un point aussi également que l'on peut avoir en tête, c'est les risques de démantèlement de Google. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu l'info passer au mois d'octobre, mais le Congrès américain commence à se projeter sur un démantèlement de Google. Hein. Des politiques américains le demandent. Alors Google a été condamné en Europe pour abus de position dominante, par exemple, par rapport à Google Shopping. Mais on sait que même aux États-Unis, on considère que Google est en abus de position dominante sur certains secteurs d'activité et donc du coup est une entrave à la concurrence qui est un des éléments clés de la Constitution américaine. Et donc cette position dominante des GAFA, parce qu'il n'y a pas que Google qui est dans l'œil du cyclone, il y a aussi Facebook, est aujourd'hui un problème pour les politiques américains et pourrait amener au démantèlement de Google. Et quand on voit les cas de démantèlement qu'il y a pu avoir par le passé, notamment avec Rockefeller au début du XXe siècle ou plus récemment avec AT&T, on se rend compte que dans l'absolu, il n'y aurait pas de raison que Google ne puisse pas être démantelé, notamment par rapport à l'ensemble des services qu'il dispose. J'ai envie de dire, moi, si j'ai une des convictions fortes dans cette présentation, c'est que je pense que le démantèlement est très probable et que notamment toute la partie data puisse un jour être séparée de la partie search et de la partie monétisation de
de l'audience search par Google Ads, que la partie YouTube, réseau display, et puis aussi toute la partie plus technologique avec le navigateur et la plateforme Android puisse un jour être démantelée et donc forcément altérer la capacité de Google à se positionner sur toute cette chaîne de valeur. Et évidemment, il y a un dernier enjeu qui est un enjeu fondamental, c'est l'impact de la data au niveau écologique. Quand on sait les défis climatiques qui nous attendent, la data aujourd'hui participe au réchauffement climatique et donc c'est aussi quelque chose qui pourrait empêcher l'émergence de ce scénario. Alors justement, et vous, qu'en pensez-vous? Ça pourrait quoi être le métier de data analyst en 2050? Moi, je pars du principe qu'on aura toujours des objectifs de mieux comprendre, de mieux décider, de mieux personnaliser, toujours des objectifs d'améliorer la performance. Mais concrètement, à partir de ces premiers éléments de constat, qu'est-ce qui serait pour vous les changements dans notre métier? Donc, si vous avez envie de participer, des questions, vous pouvez lever la main et Romain vous fera monter sur scène si vous avez envie de participer à cet échange et à ce débat. Il nous reste plus que 3 minutes. Hein. Je suis désolé, mais ça a été un peu plus long que prévu. Il y avait une question sur le lien de l'article que tu évoquais de Harvard. Je le mettrai dans le chat et je pourrai le rajouter dans la présentation que je vais partager de toute façon sur Twitter et sur SlideShare. Ok, parfait. Ça marche. Pour l'instant, pas de volontaire pour monter sur scène. Sachant qu'il reste 2 minutes. C'est maintenant ou jamais. Moi, si je voulais vous partager mes réflexions sur le métier de data analyst en 2050, on aura toujours besoin de traquer des interfaces digitales, mais je pense qu'on aura... Pardon ? Sébastien veut monter sur scène. Hop. Mince. Je fais une fausse manip. C'est bon. Salut, vous m'entendez? Bon. Yes, c'est bon. Merci, très intéressant. Peut-être avant 2050, en fait. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'au niveau du web analyst, on est de moins en moins sur la collecte de données en tant que telle. Quand on voit avec GA4, il y a déjà des événements qui sont mis par défaut, et on est de plus en plus dans, c'est ce que tu disais, hein, dans l'organisation de la donnée, et en effet aussi l'organisation de données qui sont en dehors du simple web analytics classique, en fait, notamment par exemple peut-être des descriptifs produits beaucoup plus avancés, etc. Pour ça, par rapport aux compétences, ce que disait Analytics Ninja là, il y a quelques temps, une des compétences principales, ça va être le SQL, en fait. Ça va bien gérer des bases de données. Qu'est-ce que tu en penses de ça, Lionel? Oui, probablement. Effectivement, je pense que je pense qu'il y aura des nouvelles interactions qui devront être traquées, comme je le disais tout à l'heure, sur des expériences immersives de réalité virtuelle. Et peut-être effectivement que ces interactions, elles seront, comme tu le dis dans GA4, nativement aussi nativement suivies en fait par les outils. Il y aura peut-être plus un travail de tracking d'événements comme on peut le faire aujourd'hui. Et effectivement, je pense que moi, le cœur du sujet, ça sera la réconciliation des données entre différentes plateformes et effectivement la capacité à mettre à disposition des flux de données riches auprès des plateformes. On peut aussi penser que sur l'analyse, aujourd'hui, l'analyse, elle reste très humaine, mais on voit l'émergence du machine learning dans l'analyse, les modules Axon d'AT Internet, par exemple, qui détectent de façon automatique des anomalies et détectent les dimensions et les métriques à l'origine d'une anomalie, les suggestions de Google Insight. Donc tout ce travail aussi d'analyse qu'on faisait aujourd'hui manuellement, de détection d'anomalies, sera fait automatiquement. Donc moi, je pense que notre métier pourrait se focaliser effectivement beaucoup plus sur la réconciliation des données et les compétences dans l'administration de bases de données et de la mise à disposition des différentes plateformes. Je pense effectivement qu'on va se centraliser beaucoup plus là-dessus. On va devoir en rester là. Merci pour la présentation et les échanges. Et si vous souhaitez continuer l'échange, je me balade vous pouvez m'interpeller par le chat, on peut se retrouver sur une table virtuelle ou échanger pendant les périodes les périodes de networking. Merci à tous
Bonne journée.